Ma prochaine invitée, Mariam Kempeners, qui va parler de la réforme de la charte de l'Université de Montréal. Alors, le 16 décembre dernier, l'Assemblée universitaire à Montréal, l'Université de Montréal, était saisie dans la plus grande urgence d'un projet de réforme de sa charte, un projet de grande ampleur, lequel projet venait d'être adopté 3 jours plus tôt par le Conseil de l'université dans le plus grand secret. Ce projet de réforme est symptomatique, il est révélateur des grandes transformations qu'on évoque depuis hier en effet, les changements que la haute direction veut apporter à la charte consistent essentiellement à accroître le poids d'acteurs venus du secteur privé, dit indépendant, dans les organes décisionnels de l'université et à réduire celui des acteurs internes, à commencer par celui des professeurs. Alors le processus, on va le voir, il est instructif du point de vue de son modus operandi, on va en parler, mais aussi, il est surtout intéressant du point de vue des réactions qu'il a suscitées dans la communauté universitaire et des résistances farouches qu'il continue de provoquer. Ce projet, surtout, et c'est pour ça qu'il est, à mon avis, intéressant d'en parler dans le colloque aujourd'hui, interpelle l'ensemble du réseau bien au-delà de l'Université de Montréal, car son issue risque de peser lourd par ricochet sur l'ensemble du réseau. Tout indique en effet qu'on a là une sorte de ballon d'essai, une sorte de cheval de Troie, du Parti libéral qui tente de ramener par la porte en arrière le projet de loi numéro 38, resté lettre morte en 2009, suite aux innombrables critiques dont il a été l'objet à l'époque. Alors, le plan de la présentation, on va voir la démarche, en quoi elle a consisté, les raisons qui ont été invoquées par le recteur pour justifier tout ça, les changements proposés dans les grandes lignes, mis en parallèle avec le projet de loi 38, les réactions de la communauté universitaire, et quelques suggestions pour remettre le cap sur l'essentiel. La démarche est claire, en effet. Le 5 décembre 2016, on avait une séance à l'Assemblée universitaire, aucune mention de charte ni de quoi que ce soit. 12 décembre, on apprend un peu après coup que le Conseil de l'université adopte ce projet de loi modifiant la charte, notre charte datant de 67. Le 14 décembre, notre recteur prononce une allocation annuelle, son allocation annuelle, dans laquelle il parle de la charte. On va le voir un peu plus loin, ce qu'il en dit. Et le 16 décembre, les membres de l'AU reçoivent le projet et apprennent le même jour que le secrétaire général a pour mandat de transmettre celui-ci dès maintenant à l'Assemblée nationale et au gouvernement du Québec. Donc en 10 jours, là, tout un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Et depuis lors, on a eu 5 ou 6 séances de l'Assemblée universitaire qui ont été menées à un train d'enfer. Je vais vous décrire comment ça se passe à l'Assemblée universitaire, entre janvier et avril, pour discuter du projet, mais en pièces détachées, et pour adopter des amendements à toute allure. Les raisons évoquées par Guy Breton dans son allocation annuelle sont les suivantes. C'est un espèce de pêle-mêle, vous allez voir, qui commence par affirmer notre autonomie académique et notre nature francophone, les deux ensemble, ouverte sur le monde. Alors, on ne sait pas laquelle est ouverte, c'est l'autonomie ou la nature francophone. Actualiser la place de la recherche dans notre université. Mieux représenter nos divers groupes d'employés dans les corps universitaires. Ça, c'est pas mal. Confirmer l'imputabilité du Conseil de l'université sur les questions comme budget, conformité, respect des lois. Corriger certaines anomalies, comme le fait qu'encore aujourd'hui, l'archevêque de Montréal doive nommer 2 membres au Conseil de l'université. Permettre à nos diplômés de s'impliquer davantage dans notre gouvernance et simplifier les processus qui sont redondants et qui n'ont de valeur ajoutée pour personne. Ça, c'est lui qui parle. Donc, en bref, si on fait le ménage dans tout ça, il y a 3 heures de raisons, des raisons que j'appellerais de bon sens, l'histoire de l'archevêché. En effet, la faculté de théologie chez nous a été abrogée, si on peut dire, et nos collègues de cette faculté ont été intégrés à la faculté des arts et sciences. Donc, effectivement, l'archevêque n'est plus vraiment pertinent. Donc, en fait, notre recteur prend prétexte de cette histoire-là pour chambouler bien plus largement que juste l'archevêché. On a des raisons qui sont anodines en apparence, l'histoire de la francophonie, la recherche, là, ça va aussi.
Mais le nœud de l'affaire, hein, ce sont les choses suivantes. C'est quand il parle de l'imputabilité du Conseil, introduire ou accroître la place des diplômés dans la gouvernance, simplifier les processus redondants. Les changements proposés reviennent en gros à ceci. Donc, érosion des pouvoirs des instances internes. Ainsi, l'Assemblée universitaire, dans les changements proposés, perdrait le pouvoir, d'énoncer les grandes orientations de l'université, qui était une de ses prérogatives essentielles, ainsi que de faire les règlements concernant le statut des professeurs et la discipline. Donc, des prérogatives centrales de l'Assemblée universitaire, qui est l'instance démocratique à l'Université de Montréal. Les doyens, dans la nouvelle charte, ne dirigeraient plus l'administration de leur faculté, ils ne feraient que veiller à son bon fonctionnement, et les conseils de faculté ne participent plus à la nomination du doyen ni à celle des autres officiers. Les changements, donc la suite, en contrepoids, donc une place accrue veut être faite aux membres externes dits indépendants. Alors, la place accrue faite aux membres indépendants consiste dans le projet par proposer, pour commencer, une définition de ce qu'on entend par membre indépendant. Je la lis. Un membre indépendant au sens de la charte, et vous allez voir que ce n'est pas sorti de nulle part non plus cette définition-là, est un membre qui n'est ni membre du personnel enseignant, ni employé, ni étudiant de l'université, et qui n'a pas de manière directe ou indirecte de relation ou d'intérêt, par exemple de nature financière, commerciale ou professionnelle, susceptible de nuire à la qualité de ses décisions eu égard aux intérêts de l'établissement. Je vous dirai la suite de la définition dans 2 secondes. Selon cette définition, ce que propose la nouvelle charte, c'est de modifier la composition du conseil de l'université en proposant que ses membres dits indépendants occuperaient plus de 50% et jusqu'à 66% des sièges. La charte, projet de charte propose aussi une modification à la composition du comité exécutif où la majorité de ce conseil devrait être composée de membres indépendants, ainsi qu'une modification à la composition de l'Assemblée universitaire où le projet veut voir ajouter 6 nouveaux membres indépendants diplômés. Alors, un mot sur cet engouement soudain chez nous pour les diplômés. Bien sûr, dans tout ça, on se garde bien de préciser de quel profil de diplômé on parle. Probablement pas de diplômé en sociologie, en tout cas jusqu'ici on n'a pas parlé. Non, il suffit de regarder la composition du conseil d'administration de l'Association des diplômés de l'Université de Montréal, et en particulier le profil de son président actuel, Jacques Girard, pour comprendre de quel genre d'indépendance on parle. Outre d'être un diplômé de chez nous, M. Girard est surtout président du conseil du Centre financier international de Montréal. Et parmi les autres membres du CA, en tant que conseillers principaux, c'est leur titre, on a des membres de KPMG, Sécor, Industrie Laçon, des spécialistes HEC en stratégie d'entreprise et de marketing. Donc pas de sociologue là-dedans, ni personne d'autre que ces personnes-là. Alors, donc, à propos maintenant de ce statut d'indépendant, je voudrais faire 3 remarques. La première, c'est attirer l'attention sur l'incongruité de ce concept d'indépendant au vu même de la définition donc, et des inclusions qu'elle prévoit. La définition que je vous ai lue, elle est suivie sans transition, du même souffle, après avoir dit tout ce que j'ai dit tout à l'heure, qui n'est ni membre du personnel, etc., qui est bien loin de tout ça. Ils disent « Le chancelier et le directeur des écoles affiliées sont réputés indépendants. » Donc, l'université, c'est les écoles. Et après ça, une espèce de phrase, un membre est réputé ne pas être indépendant s'il était au cours des 3 années précédant la date de sa nomination membre du personnel enseignant, etc., etc. Donc, de toute façon, incongruité et illogisme de la définition. Par ailleurs, deuxième remarque, derrière cette définition alambiquée, ce dont il est question, c'est bien de cette tendance documentée
par plusieurs d'entre vous, d'entre nous ce matin, et par cette récente étude de l'ACPU, à savoir l'emprise grandissante du secteur privé sur la gouvernance des universités canadiennes, faisant en sorte que, et je cite l'ACPU, banquiers, avocats, cadres de compagnie et autres acteurs du monde des affaires représentent désormais 49% des membres des conseils d'administration des 15 universités de recherche au Canada. Troisième remarque, c'est à propos de la notion de conflit d'intérêts qui est présente dans la définition de membre indépendant, donc quelqu'un qui n'a pas d'intérêt, de relation ou d'intérêt, etc. La première remarque, c'est que cette définition qu'on veut introduire dans la charte renvoie à l'idée de conflit personnel d'intérêt. Comme personne, je ne suis pas en train de profiter de mon statut de membre du Conseil pour mettre la main dans la caisse, comme dit Pierre Trudel en entrevue avec Michel Lacombe samedi. Donc, c'est pas ce qu'il dit, c'est que c'est un conflit d'intérêt personnel. Et de ce point de vue, comme Yves Gingras le soulignait dans la même émission, comment soutenir que des professeurs ou d'autres membres de la communauté manqueraient a priori d'indépendance? Je pense qu'il n'y a personne entre nous qui a un intérêt direct avec le compte en banque de l'université. En réalité, derrière cette notion de membre indépendant, on désigne plutôt des membres externes, hein, on confond les deux, externes à la communauté universitaire et des membres socio-économiques, on peut dire. Deuxième chose sur cette notion de conflit d'intérêts, on n'en est pas à une contradiction près dans la gestion efficiente de notre institution. En effet, en même temps que l'université tente de nous imposer ses membres externes dits indépendants via le nouveau projet de charte, du même souffle, elle tente d'imposer à l'ensemble de ses membres internes, pas seulement les professeurs, tous les étudiants, les chargés de cours, tout le monde, un formulaire de déclaration de conflit d'intérêts reposant sur une toute autre définition. Alors, je vous la lis. Un conflit d'intérêts peut survenir lorsque des activités ou des situations placent un individu ou une organisation en présence notamment d'intérêts commerciaux, financiers ou non pécuniaires. En parenthèse, par exemple, croyances religieuses, virgule, valeurs. Alors, on le voit, il ne s'agit plus seulement ici de potentiels conflits personnels, immédiats, sonnants et trébuchants d'intérêts, mais bien de valeurs. Alors, pourquoi deux poids, deux mesures? Pourquoi les valeurs du milieu des affaires ne sont-elles pas invoquées comme potentiellement en conflit avec les valeurs fondamentales de l'université? Donc, tout ça pour montrer que on se trouve dans une espèce de schizophrénie là, avec les termes. On ne sait plus trop à quel sens vouer, de quoi on parle. Alors, les changements proposés, donc, outre de faire tout ça, constituent une violation très claire de la convention collective SGPUL. Les modifications au pouvoir de l'Assemblée universitaire, en effet, ont un impact direct sur la convention collective au sens des deux dispositions suivantes de notre convention. Un article qui s'appelle RC 3.01 prévoit que l'université doit, dans l'exercice de ses pouvoirs, respecter les dispositions de la convention collective. Et deuxième article, nerf de la guerre, DG 1.01, prévoit que toute modification ou toute addition au règlement de l'Assemblée universitaire, lorsqu'elle touche les professeurs visés par la convention collective, doit, avant d'être mise en vigueur, faire l'objet d'un consentement écrit du syndicat. Ainsi, les pouvoirs de l'Assemblée universitaire ne peuvent être modifiés ni par le Conseil, ni par l'Assemblée universitaire elle-même, sans le consentement du syndicat. Ils sont partie intégrante des conditions de travail des professeurs. Cette imbrication des règlements et des dispositions de la convention collective est une sorte de compromis historique qui a fonctionné aussi longtemps qu'il y avait un relatif climat de confiance entre la communauté universitaire et ses administrateurs. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nous devons constamment surveiller nos arrières, ce qui nous a amené à déposer un grief, qui est donc en cours. On a déposé un grief rapidement après le dépôt, j'ai oublié la date exacte, qui conteste clairement la résolution que le Conseil de l'université a adoptée à cette séance du 12 décembre, ainsi que toutes les démarches qui ont été entreprises afin de donner suite à cette résolution. Alors,
Tout ce que propose ce nouveau projet de charte Université de Montréal était en germe, et même plus qu'en germe, à vrai dire, dans le projet de loi numéro 38 de 2009. Le contexte, tout le monde s'en souvient. La saga immobilière de l'île aux voyageurs a servi de prétexte à la ministre de l'Éducation, du loisir et des sports, Michèle Courchaine, pour avancer ce projet intitulé « Loi modifiant la loi sur les établissements de niveau universitaire et la loi sur l'Université du Québec en matière de gouvernance ». Ce projet voulait calquer le modèle de direction des universités sur celui des sociétés d'État et des entreprises privées. Il était directement inspiré du rapport Toulouse de l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées publiques, l'IGOP, rattaché à HEC Montréal et l'école de gestion John Molson de Concordia. Au cœur du projet 38, dont tout le monde se souvient, on avait donc ces notions de saine gouvernance, de membres indépendants, de reddition de comptes. Vous irez le relire, vous verrez que la définition de conflit d'intérêts, de membres indépendants est vraiment exactement celle-là, et elle était celle du rapport Toulouse. Donc on est en filiation directe avec tout ça. Le projet de loi 38, à l'époque, a provoqué une levée de boucliers massive, on s'en souvient, de la part de tous les acteurs de la communauté universitaire, à commencer par les syndicats, qui tous ont dénoncé cette menace que représentait le projet pour l'autonomie universitaire, la démocratie des processus internes, la collégialité, la liberté académique, donc, bref, tout ce qui est la raison d'être de l'université. Alors, depuis 2009, le projet semble avoir été mis en veilleuse, mais tout laisse penser qu'on a face à un retour en douce de ce projet qui est, comme je l'appelle, une sorte de cheval de Troie ou un ballon d'essai, voir ce qui va arriver avec ça. Mais la communauté universitaire n'est pas restée sans réaction. A commencé chez nous par la faculté de droit qui s'est vigoureusement levée et qui a dénoncé tout ça. La faculté de droit chez nous n'est pas précisément l'entité la plus à gauche de l'université. Alors quand la faculté de droit se lève, il y a sûrement anguille sous roche. La faculté de droit a dénoncé le fond et la forme, mais a commencé par le fond, c'est-à-dire le processus qui a été qualifié de vicié à sa base sur plusieurs critères, du fait que ça ne respecte pas la charte actuelle, puisqu'ils auraient déjà dû nous, en vertu de la charte, consulter l'Assemblée universitaire et le syndicat, ils n'ont consulté personne, du fait qu'il n'y a pas de diagnostic clair. Vous avez vu au début, quand les raisons invoquées par le recteur, à part la faculté de théologie, l'archevêque, les autres, entre les raisons invoquées et puis les moyens proposés, il n'y a pas un grand lien. C'est-à-dire qu'on a finalement cette idée que c'est en dépossédant la communauté universitaire du pouvoir qu'elle a de se penser elle-même qu'on ramènerait l'efficacité dans l'institution. Outre la faculté de droit, de nombreuses assemblées départementales se sont positionnées par des déclarations publiques. Alors, maintenant, nous, professeurs, membres de l'Assemblée universitaire, on a été littéralement pris en, captés dans la dynamique de l'Assemblée universitaire, à être forcés de nous positionner sur comme je dis, sur des pièces détachées du projet, sous prétexte de fonctionner démocratiquement. L'université nous arrivait avec des tableaux à 2-3 volets, ancienne charte, projet numéro 1, projet avec amendement. Donc, où on y allait sur des micro-amendements, donc sans réflexion d'ensemble du tout. Et le fonctionnement de l'Assemblée universitaire fait en sorte que on est incapable de faire valoir que la méthode même de travail n'a aucun sens et la composition de la U fait en sorte que sur les amendements sur lesquels on voudrait se prononcer, on perd systématiquement. Donc, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il valait mieux boycotter les séances que de rester là à cautionner finalement un projet dont on ne parvenait pas à faire valoir l'aberration. Donc, depuis plusieurs séances, les professeurs membres de l'AU boycottent l'Assemblée universitaire. Je sais qu'on peut débattre de la question, la stratégie de la chaise vide.
Bon, on pourra en discuter tout à l'heure. Et enfin, le SGPEM donc, a déposé son grief et, entre-temps, a continué de réclamer une entente négociée sur les changements. C'est un processus laborieux qui évolue quand même un petit peu. Au départ, les administrateurs prétendaient qu'il n'y avait aucun lien avec la convention collective, mais aucun. Là, maintenant, c'est quasiment eux qui nous demandent de négocier parce qu'ils se sont aperçus qu'on avait compris qu'il y en avait. Alors, donc, en conclusion, ce que j'ai voulu faire ressortir aujourd'hui, c'est que sur le fond, sur la nature des changements souhaités par le Conseil de l'université, il n'y a pas de grande surprise en réalité. Ce dont il est question, c'est des choses qui étaient déjà dans le projet de loi 38, dans le rapport de l'IGOP, et même qui étaient présents il y a 50 ans, si on retourne aux travaux de notre collègue historien Jacques Rouillard, qui a fait l'histoire du syndicat et l'histoire de l'université, qui nous rappelle que cette préoccupation de la communauté universitaire pour un modèle de fonctionnement démocratique et collégial existe depuis les années 60 et depuis la refonte de la charte actuelle en 67. Donc c'était déjà ça qui était la préoccupation de l'époque. Donc sur le fond, on revient toujours quand même finalement à ces gros enjeux. La forme qu'a pris le processus mérite réflexion, en particulier du point de vue des façons d'y résister. Comment résister à quelque chose qui est de l'ordre de la... J'aime bien le terme de captation que j'ai trouvé dans un jargon administratif quelque part. Captation au sens de captation de l'attention des consommateurs qu'on essaye de garder... de ramener dans la logique que le marché veut et de ne pas le laisser s'échapper, qui est une rhétorique ancienne aussi. Bruno Latour parle du contrôle subtil des mouvements de ceux qui font des objections. Donc, l'idée, c'est de trouver des moyens de résister à ce dispositif de captation et à remettre le cap sur l'essentiel, donc sur la mission universitaire, qui est quand même transmission du savoir et de la recherche, de voir la gouvernance universitaire au service de cette mission et non l'inverse, de revenir sur le statut des professeurs, qui est, on s'en souvient, nous sommes des enseignants, des chercheurs, et nous sommes tenus aussi, dans notre description de tâches, de participer au fonctionnement de l'institution. Alors quelles en sont les implications? L'Université de Montréal tente par tous les moyens de renvoyer les professeurs à leur statut de salariés. Il y a très clair, il y a une sémantique là, on n'est plus professeurs, on est des salariés. Il y a des changements périphériques à la charte qui se produisent insidieusement. Par exemple, on a vu disparaître sans crier gare ce qu'on appelle le bureau du personnel enseignant, qui était le bureau qui traitait tout ce qui concernait donc le personnel enseignant, professeur et chargé de cours, comme s'il n'y avait plus de spécificité à ces fonctions d'enseignement dans l'université. Et en nous renvoyant à notre statut de salarié, c'est rappeler aussi le lien de subordination que suppose le statut de salarié dans le Code du travail. Donc il y a des glissements très importants qui sont en train de se produire dans la négation réellement du professeur, de l'enseignant. Alors, réapproprier, quand je dis l'université de demain, un destin collectif à nous réapproprier, je veux dire se réapproprier pas au sens de la propriété privée, bien sûr, ou de sens de putsch pour s'emparer de l'université, mais bien en sens de commun, au sens où Pierre Dardot en a parlé hier, c'est-à-dire au sens de réinstitutionnaliser l'université, au sens de production de règles communes du vivre ensemble, du travailler de concert à la mission fondamentale de l'université. Et cela suppose, en réalité, de se réapproprier et de remettre de l'avant, à mon avis, deux choses importantes. Ce sont les mécanismes démocratiques eux-mêmes et les principes de collégialité. Et là, c'est la surveillance des principes de composition des instances. Et aussi
de se réapproprier le sens des mots. Là, tout à l'heure, la présentation d'Olivier montrait bien comment le terme autonomie peut être distordu selon qu'il est utilisé par l'administration ou la communauté. Parler d'autonomie vis-à-vis du marché de l'État. Et là, il y a vraiment... je ne suis pas certaine que c'est anodin, c'est pas par hasard que les dirigeants jouent sur les mots, parce que notre recteur met de l'avant l'autonomie, et il nous lance des appels vibrants. J'ai besoin d'amis, aidez-moi. Je le cite, hein, j'ai besoin d'amis. Il n'y a pas de machination, on travaille tous ensemble, etc. Mais dès qu'on lui propose des façons de travailler ensemble, non, c'est pas ça. Et donc, en réalité, il veut pas être autonome. Ils vont au-devant même des demandes du ministère. Alors, cette histoire d'autonomie, donc redonner le vrai sens du mot à autonomie, redonner le sens de la notion d'indépendance, hein, au sens de liberté académique, et non pas au sens où jargon qu'on a ici. Et enfin, cette notion aussi de redonner le sens à la notion de reddition de comptes, plutôt que reddition de comptes d'envoyer des rapports que personne ne lit, reddition de comptes par rapport à l'État. Non, pensons, et Pierre Trudel en parlait aussi dans l'entretien avec Michel Lacombe samedi, d'une reddition de comptes à l'interne, c'est-à-dire des mécanismes qui font qu'on élit les gens qui vont nous représenter et avoir des fonctions de représentation comme dans certaines instances et à qui on pourrait demander une reddition de comptes interne entre nous du fait qu'on les a élus. Voilà, donc je m'arrêterai là, mais il y a peut-être bien d'autres choses à faire pour résister à tout ça.